Donc, sans tarder, on va commencer par cette session qui va démarrer. Je remercie les co-modérateurs, Dr. Hamdouni et Dr. Ziouziou. Donc, je vous annonce le déroulement de cette session qui va commencer par la première communication sur la nutrition et le vieillissement. Avons-nous la main? Donc, c'est pas... Je pense que c'est pour ça qu'on m'a choisi le modérateur. Je suis parmi ces urologues le troisième plus vieux. Et donc, on m'a choisi pour ça. Et puis, le docteur Iman Megder de Laboratoire Boutu va nous parler du lead control quand la science a fait la pierre, nouveaux traitements et solutions pour la lithiase. Et bien sûr, nous finirons en beauté avec le Ahmed Amer qui va nous parler de la chirurgie robotique au Maroc, état des lieux. Sans tarder, je demande à M. Habdou de commencer sa session. Salam alaikum. Merci, Monsieur le Président. Pour ma part, j'aimerais bien remercier Dr. Aboul Fadl, Dr. Qiyasi et le comité d'organisation de ce beau congrès pour cette opportunité de venir parler devant vous. C'est aussi pour moi très difficile de prendre la parole après les éminentes présentations qu'on avait aujourd'hui et hier, avec la présence d'éminents orateurs, que nos amis qui sont venus de très très loin, Dr. Konkarni et son assistant de l'Inde, que tout le monde qui sont venus d'Agadir et d'ailleurs au Maroc, de Turquie aussi, Dr. Tolga. Donc il m'a été demandé de parler principalement de la nutrition et vieillissement. Est-ce qu'on a la main? C'est-à-dire, on aimerait bien voir aujourd'hui, est-ce qu'on a vraiment la main pour qu'on puisse inverser la tendance, c'est-à-dire parler du processus, pourquoi pas dans sa dimension préventive d'abord, et par la suite, quand il sera question d'inverser, donc on verra si nous parviendrons à se mettre d'accord. Je vais commencer d'abord par me présenter. Donc je suis... Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Je suis Dr Salah Abdi Haddou. Je ne suis pas urologue, je ne suis pas médecin non plus, mais je suis pharmacien d'officine. J'exerce depuis maintenant plus de 25 ans en tant que pharmacien d'officine. Je me suis spécialisé dans la nutrition et métabolique principalement, grâce à un diplôme universitaire que j'ai pu faire en France en 2007. Ça m'a permis justement de pouvoir accompagner les malades métaboliques avec une prise en charge et une approche beaucoup plus orientée sur le changement, sur le comportement alimentaire. Par la suite, je me suis spécialisé dans la nutrition du sportif de haut niveau. Et grâce à ça, j'ai pu être accrédité par le Comité olympique international d'abord, puis par le Comité national pour pouvoir accompagner nos athlètes. On a beaucoup de chemin à faire, où je fais justement allusion aux derniers Jeux olympiques qui étaient vraiment un fiasco. Mais dans le football, on avait beaucoup plus de réussite, que ce soit avec le Hassani d'Agadir depuis 2017, ou bien des clubs aussi mythiques que ceux du Wydad de Casablanca, du FUS ou bien du Maghreb de Fès qui m'est très très cher. Donc, je suis affilié à l'American College of Sports Medicine. Je suis membre associé de l'American Society for Nutrition et je suis surtout Global Representative for Morocco for Professionals in Nutrition and Exercise, organisation des professionnels de la nutrition qui est basée aux États-Unis. Et je déclare par le moment solennellement que je n'ai aucun conflit d'intérêt par rapport à cette présentation. Donc, comme vous savez tous, depuis l'Antiquité, une question s'est toujours posée qui touchait à ce qu'on fait comme alimentation principalement, en cherchant éventuellement l'élixir de vie. Tout simplement parce que la personne, ou bien l'homme, d'une manière générale, il cherche à survivre. Il ne veut pas mourir. Et donc, on a compris depuis l'Antiquité, moi je parle ici des retrouvailles qu'on a trouvées dans les textes sumériens, c'est-à-dire ça va très très loin dans l'histoire, qu'il y avait toujours certaines mentions de l'envie de l'homme de chercher un élixir de vie et donc quelque chose qui va nous permettre de ne pas vieillir. Dans l'Égypte ancienne aussi, il y avait toujours eu des concepts d'après la vie, ce qu'il y a. Donc c'est pourquoi on a vu que les Égyptiens, ils ont excellé dans la momification des corps, dans le sens où ils s'attendaient tout le temps à ce que ce corps, peut-être un jour, la vie reviendra à ce corps-là, et donc comme ça, ils vont garantir
une vie éternelle. Dans la Grèce, il y a toujours eu un appel à certaines substances. Ici, c'est l'ambrosia, c'est le mrinza. C'est une plante qui existe, qui est très difficile à avaler. On ne peut pas l'accepter du fait de son odeur. Mais on a toujours cru que le mrinza, justement, ou bien l'ambrosia, elle ferait l'effet de donner ou bien de conférer cette immortalité. De nos jours, la recherche de l'élixir de la longue vie continue. Et donc, sauf qu'aujourd'hui, ça prend d'autres formes. C'est-à-dire, on a de plus en plus de recherches scientifiques qui va creuser justement dans la science, des fois dans la médecine traditionnelle, pour aller chercher éventuellement la possibilité de rester en vie et donc de lutter contre le vieillissement. Il est question aujourd'hui de parler de génétique aussi. De plus en plus de recherches se mettent en place justement pour essayer de mieux comprendre notre génome et nous permettre éventuellement de trouver la meilleure diète, on va dire, même si j'aime pas moi ce terme, ni diète ni régime. Vous me verrez parler peut-être de comportement alimentaire, de changement de lifestyle, mais je ne vais pas parler principalement de diète. Mais l'idée, c'est de trouver un équivalent moderne à cette alchimie qui a existé depuis le temps et qui faisait que la personne, si elle veut éventuellement rester en vie pendant longtemps, elle aura certainement besoin de changer de vie et de sa façon de manger. Donc, on ne va pas retenir par rapport aux différentes études qui ont été récemment publiées et d'autres qui sont un peu plus anciennes, mais toutes ces recherches-là, je pourrais partager par la suite avec vous toutes les références. L'important ici aujourd'hui, c'est de trouver un terrain pour mettre en pratique ce qu'il recommande et ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc, par rapport à la nutrition, on a compris que dans toutes ces études, on a parlé principalement du fait que, moi j'ai mis un petit schéma pour dire que tous les systèmes finalement, ils sont concernés. On va commencer par le cerveau, on va passer par la rétine et donc notre appareil de vision, les maladies cardiovasculaires, le système squelettique, les articulations et bien sûr, ce qui vous intéresse beaucoup plus, c'est justement le système urinaire et cette question de dysfonctionnement érectile qui pose vraiment problème, en passant bien sûr par les tumeurs. J'étais très impressionné par les talks de ce matin par rapport à la prise en charge justement oncologique de certaines tumeurs rénales. Et bien sûr, on ne va pas se cacher la face, le plus gros problème qui fait peur aujourd'hui, c'est le metabolic disease ou bien les maladies métaboliques avec le NASH ou bien l'obésité d'une manière globale. Si on va commencer déjà par le cerveau. Donc on sait aujourd'hui, et c'est bien déterminé, c'est bien défini, que le premier facteur de risque, c'est l'âge. Donc il y a des facteurs génétiques qui font que certaines personnes ils sont beaucoup plus prédisposées à avoir des maladies, notamment comme l'Alzheimer ou bien le Parkinson ou bien une démence. Mais il y a aussi d'autres facteurs métaboliques, notamment, qui sont des facteurs de risque, qu'on va dire, et qui sont liés principalement au manger. Je vais parler de l'athérosclérose, on va parler du diabète, on va parler de l'hypertension, ainsi de suite. Il y a d'autres facteurs aussi qui touchent principalement au mode de vie et qui touchent bien sûr la cigarette, la non-activité, la consommation excessive d'alcool, mais aussi sur le plan diététique quand on va qu'on va avoir affaire à du gras saturé principalement, l'homocysténémie aussi, des déficiences micronutritionnelles, notamment celles des vitamines, et avec ça d'autres facteurs. De l'autre côté, on a prouvé qu'il y a des facteurs qui sont protecteurs. Et là encore, sur le plan génétique, même si on en a parlé tout à l'heure avec certains de vos collègues, c'est-à-dire on n'est pas tous les mêmes, d'où l'intérêt justement aujourd'hui de parler d'une sorte d'individualisation de prise en charge, même quand il s'agit de maladies comme ça. C'est-à-dire quand on va avoir une personne qui est atteinte de Parkinson et qui sera concernée peut-être sur le plan génétique de pouvoir avoir accès à certains antioxydants qui pourraient éventuellement inverser la tendance et lui permettre éventuellement d'améliorer son état de santé, le même protocole malheureusement ne peut pas marcher chez une autre personne. Sur le plan de comme on a dit, la science-based medicine, c'est inacceptable. Pour nous, c'est comme ça. Maintenant, il va falloir qu'on pousse un peu la recherche un peu plus loin et aller chercher d'abord, avant de penser à faire de la recherche dans ce domaine, penser éventuellement à la génétique et penser éventuellement à
à faire accepter ça justement aux organismes de prévoyance, parce que finalement, demander à quelqu'un maintenant sur le plan nutritionnel de faire un test génétique qui doit lui coûter dans les 700 bien $800 pour pouvoir personnaliser sa façon de manger après, malheureusement, c'est pas remboursé par les assurances. Et des fois, la personne, les just cannot afford, donc ils ne peuvent pas facilement payer tout cela. Aujourd'hui, pour inverser justement cette tendance de vieillissement cérébral, on va dire, donc il est question aussi d'améliorer des facteurs qui sont liés au mode de vie principalement, donc l'éducation intellectuelle, le travail social, la stimulation mentale, l'activité physique tout simplement, et bien évidemment quand on va réduire l'alcool, la cigarette, donc tout cela, ce sont des facteurs qui peuvent aider graduellement. Un autre cas, c'est celui de la dégénérescence maculaire liée à l'âge. Et là, c'est l'une des maladies qui sont prouvées éventuellement qu'on peut inverser le système. C'est-à-dire, bien sûr, surtout quand il s'agit de la DMLA dans sa forme, il y a la wet, il y a la dry. Donc la wet, c'est-à-dire, c'est là où l'on peut, justement, quand on va faire appel à deux substances principalement qui sont très connues, qui sont la zéaxanthine et la lutéine. Donc, ce sont deux antioxydants super puissants qui, aujourd'hui, on leur confère justement ces allégations de pouvoir inverser la donne, surtout quand la DMLA, elle est dans ses premières phases. Maintenant, la lutéine et la zéaxanthine, c'est vrai que c'est toujours bien de trouver dans une pilule un petit concentré, mais moi-même, étant que pharmacien, c'est pas ma façon de faire. Je préfère de loin qu'on ait ces substances d'une manière naturelle, parce que on va le retrouver un peu partout. Donc quelqu'un qui va avoir son chou-fleur, son chou de Bruxelles, il va avoir son maïs éventuellement, il vaut mieux qu'il ne soit pas génétiquement modifié. Donc on va se retrouver avec facilement une bonne salade. Et on avait d'ailleurs dans les repas, j'espère que vous avez eu un bon repas tout à l'heure. Et donc on peut facilement faire les réserves nécessaires en ces deux matières, rien qu'en introduisant beaucoup d'aliments, principalement des vegetables, des légumes verts principalement, et qui va nous donner éventuellement beaucoup de ces matières. Maintenant, quand la DMLA est là, quand il y a indication, là, on peut facilement ajouter la supplémentation, on verra comment. Donc, plusieurs études par rapport, aujourd'hui, c'est connu, aux maladies cardiovasculaires, qui sont bien définies. Donc, il y a des études qui datent de 2016, 2014 et 2020, toutes les études elles vont vers des recommandations d'une manière générale, c'est-à-dire avoir minimum 2 fois de légumes par jour, 2 fruits par jour, prendre plus de poissons, avoir moins de gras saturés, essayer d'éviter le gras ajouté, c'est-à-dire tout ce qui est margarine, tout ce qui est beurre, tout ce qui est huile, avoir entre 30 et 45 grammes de fibres par jour. Donc tout cela, vous allez me dire, d'accord, mais comment on peut éventuellement avoir cette possibilité de manger? Je vais vous dire tout simplement, nous sommes des Méditerranéens, nous habitons un pays comme le Maroc qui appartient au pourtour méditerranéen. Revenons à nos sources. J'ai pas envie de dire on va revoir comment nos parents, nos ancêtres, on ne sait pas. C'est pas documenté. À chaque fois quand il y a un spécialiste de la nutrition diététique, il va nous sortir nos parents peut-être on s'en rappelle, mais nos arrière-parents et nos ancêtres, on ne sait pas comment ils mangeaient. On ne sait pas s'ils mangeaient assez ou bien ils ne mangeaient pas assez. Donc on n'a pas assez de documentation. Mais le fait qu'il suffit de voir, par exemple, en Italie, en Crète, d'ailleurs, c'est de là où est venue l'idée de mettre en place la diète crétoise. Donc on commence à comprendre qu'il y a certains secrets, et le premier secret, c'est ce qu'on mange, ce qu'on fait chaque jour. D'un autre côté, quand on parle du vieillissement, il ne faut pas oublier aussi qu'on va parler de la santé de nos squelettes. Et malheureusement, à chaque fois quand il est question de parler d'ostéoporose, on pense automatiquement à la femme. On pense automatiquement à la périménopause, à la ménopause, le fait qu'il n'y a plus cette protection oestrogénique, et on va dire, ça y est, la femme, la première des choses à voir quand on a une femme qui dépasse les 48 ans, 50 ans, et chez qui déjà la ménopause elle est installée, on va penser à l'ostéoporose. On n'a pas pensé au mec, on n'a pas pensé au monsieur, parce que le monsieur lui aussi, ses os, ils vont pas être les mêmes pour tout le temps. Vous me direz, oui, mais bon, on assiste tous, on n'a pas de traumato avec nous aujourd'hui, mais il y a de plus en plus de fractures qu'on va retrouver chez des, comme vous avez dû aujourd'hui tout à l'heure parler justement de la prostate chez des jeunes de plus en plus de 45, de 48 ans. Donc à partir de 45, 48 ans, on commence à trouver des fractures inopinées chez des personnes, et des fois la cause principale, c'est l'ostéoporose. Et donc, comme vous voyez, l'ostéoporose, c'est pas uniquement le fait qu'on n'est pas protégé des oestrogènes, mais c'est une question du turnover
du calcium et du phosphore principalement, et si on n'arrive pas éventuellement à se permettre d'assurer un turnover bien fait, c'est-à-dire permettre à nos cellules osseuses de se renouveler d'une manière efficace chaque jour, en ramenant tous les éléments nécessaires pour reconstruire notre arsenal osseux, donc automatiquement on va se retrouver à un moment donné avec une perte osseuse. La même chose par rapport à la sarcopénie. Donc aujourd'hui, et ça malheureusement on ne le dose plus ou bien on ne le mesure pas assez, mais on oublie qu'une fracture qui survient, c'est pas par le fait que l'os il est faible, mais surtout parce qu'il n'y a plus de muscles. L'os il a des missions qu'il n'est pas censé faire. Normalement notre force à soulever un corps éventuellement qui est en surpoids ou bien qui est obèse, elle est du recours aux muscles principalement et non pas l'os. Alors finalement, on se retrouve surtout avec des personnes qui vont s'amuser à arrêter de manger ou bien de faire des restrictions caloriques et pour perdre du poids éventuellement. Le premier point qu'ils vont toucher, ils vont toucher principalement leurs muscles. Et quand ils perdent leurs muscles, ils perdent leur façon ou bien leur capacité à soulever leur corps. Par rapport à cette question de la sarcopénie, vous avez bien compris, c'est une question de protéines. Et si on va prendre les personnes qui sont plus ou moins vieux, donc qui vont dépasser les 60-65 ans, dans la majorité des cas, on va déjà retrouver des personnes avec une dentition très pauvre. Donc des personnes chez qui on va enlever des dents. Et donc quand on leur enlève des dents parce qu'il y a les caries, il y a les problèmes dentaires, il y a le fait qu'ils n'ont pas pu bénéficier de soins dentaires depuis leur plus jeune âge, donc ils auront du mal, comme vous comprendrez, à mastiquer tout ce qui est protéines, principalement les protéines animales. Donc ils vont supprimer ces protéines animales. S'ils vont suivre les TikTokers et tout ce qui se passe, donc automatiquement on va parler de la viande, on parle de cancer. Quand on parle du poisson, on va parler des métaux lourds. Quand on va parler du poulet, on va parler que les éleveurs ils donnent de la pilule au poulet. Donc automatiquement, les gens en ont marre. Ils vont plus manger ni poisson, ni viande rouge, ni volaille. Donc ils vont se priver tout simplement d'un apport précieux en protéines dont ils ont besoin pendant toute la journée. Et comme vous allez voir, là, je vous ai mis des petits diagrammes justement du breakdown et de la synthèse. Protein synthesis, MPSC, Muscle Protein Synthesis, MPD, Muscle Protein Breakdown. Et quand on a normalement un apport protéiné avant chaque pic, c'est-à-dire avant le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner, donc ce sont des fenêtres métaboliques qui permettent au corps de renouveler son arsenal musculaire. Dans le cas contraire, si notre repas il est très pauvre en matière de protéines, donc vous allez comprendre que le breakdown il est là. Le vieillissement il s'installe, la cellule elle va mourir, il va y avoir une apoptose naturelle et qui va faire que de plus en plus on va perdre du muscle. Le muscle qu'on ne renouvelle pas, on va se retrouver avec une sarcopénie. Et quand on parle de protéines, c'est pas uniquement les protéines animales, on a les protéines végétales. Et là encore, nous sommes des Méditerranéens, nous sommes censés manger. Aujourd'hui, il y avait du hummus, je ne sais pas si vous en avez mangé, mais moi je me suis régalé avec des boulets de sardines de ma chère ville Safi. Je salue ici le Dr Belhanech, notre Safi aussi. Et donc, du hummus avec de la sardine, c'est extraordinaire. Parce que c'est ça, on doit aller chercher la protéine dans nos assiettes, il faut qu'il soit à moitié d'ordre végétal et animal. Quand on parle aujourd'hui aux patients par rapport aux lentilles, par rapport aux pois chiches, ils te sortent la question, le fait que ça va enfler, mais là c'est une autre question, c'est le microbiote qui est malheureusement là il n'est plus à l'équilibre et qui fait que cette prise alimentaire elle peut causer justement ce genre de problème. Maintenant, il y a une autre question du fait quand on parle d'ostéoporose et de poids. Je vous pose la question, selon vous, est-ce qu'on est toujours censé mesurer le poids, ou bien la masse corporelle, ou bien la composition corporelle? Jusqu'à aujourd'hui, donc tout le monde parle de l'IMC. Je peux comprendre que l'indice de Ketley, il a été mis en place bientôt maintenant une bonne centaine d'années. Je crois qu'il date de 1912. Il a été admis par l'Organisation mondiale de la santé depuis plus de 100 ans maintenant qu'il existe, mais il devient caduque. Il devient caduque. Le fait de dire que, voilà, entre 18 et 25 kilos par mètre carré, on est dans la normalité, entre 25 et 30, on est dans le surpoids, et au-delà de 30, on est dans l'obésité. Donc ça peut nous donner une classification peut-être sommaire, mais quand il sera question de parler aux personnes en direct, surtout quand on est dans le milieu sportif, allez dire à
Teddy Riner, le quintuple champion judoka français, qu'il a un IMC de 32, on va lui dire qu'il est obèse. Il est musclé. Moi, j'accepte pas qu'on lui dise qu'il est obèse. Aujourd'hui, on nous sort qu'il a les os abîmés, je m'en fous, mais il est musclé et il est 10 fois champion du monde et il se porte magnifique. Il vient à Marrakech à l'aise au soleil aujourd'hui. D'autres personnes qui ont 90 kilos, qui n'ont pas de muscles. D'accord? Lui, il est à 132. Eux, ils sont à 90, ils vont pas se sentir de la même chose. C'est pourquoi je vous invite éventuellement, et pourquoi pas, de mesurer la composition corporelle. C'est-à-dire mesurer la masse grasse, la masse musculaire et la masse hydrique. Ça se fait justement grâce à 2 méthodes. Donc il y a une méthode qui est connue, c'est le gold standard, c'est le DEXA-scan. Ce DEXA-scan, il existe au Maroc partout, mais sauf qu'il est utilisé justement pour mesurer l'ostéodensitométrie, justement pour nous révéler si la personne et si elle souffre d'ostéoporose ou pas. Alors qu'on peut facilement le programmer à nous donner. Si je fais passer un test d'ostéodensitométrie à une dame ou à un homme, on peut facilement avoir accès à des données qui touchent aussi la masse grasse. C'est le gold standard. Maintenant, on ne peut pas l'avoir en cabinet, mais on peut facilement avoir un impédance-mètre, c'est ce que j'ai, et vous allez voir par la suite le résultat. Et l'idée, c'est de tout le temps pouvoir produire des rapports de composition corporelle. Maintenant, par rapport à la dysfonction érectile, aujourd'hui, il y a un lien direct entre ce qu'on appelle le composite diététique antioxydant index qui a été mis en place pour évaluer la quantité d'antioxydants qu'on va avoir dans notre alimentation pour pouvoir dire est-ce que ça va avoir un impact justement sur la dysfonction érectile. C'est une étude qui a été faite aux États-Unis, elle vient d'être publiée il y a 2 ou 3 mois, et dans la conclusion, c'est clair. C'est vrai qu'il parle toujours au conditionnel, parce qu'une étude, ça reste une étude, on peut toujours la critiquer, mais on a dû trouver qu'il y a un lien direct entre certains antioxydants, s'ils sont présents en quantité adéquate, et le fait d'améliorer tout simplement l'état de santé. Tout simplement parce que ces antioxydants, ils vont lutter contre le stress oxydatif. Et ce phénomène qui est omniprésent dans notre corps, tout simplement parce que chaque seconde qui se passe, il y a des milliers de réactions biochimiques qui se passent dans nos cellules et qui font utiliser l'oxygène principalement, mais malheureusement, ça produit beaucoup de radicaux libres. Optimalement, d'une manière optimale, on a un système justement qui est fait d'enzymes superactives, la superoxyde dismutase ou bien le glutathion, qui sont capables de nous débarrasser justement de ces radicaux libres, sauf qu'à un moment donné, ça devient ingérable, surtout quand le système d'élimination il est à son bas niveau, ou bien quand il y a une grande accumulation de radicaux libres. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que ces radicaux libres, ça ne viendra pas uniquement de notre manger. Là, j'ai fait exprès de vous mettre une petite pizza au pepperoni, tout simplement pour dire que le moment que je vais donner une pizza à une personne, déjà le pepperoni qui est fait de la charcuterie, les nitrites qu'il y a dedans, déjà, avant d'atteindre notre estomac, on est déjà en train de consommer des radicaux libres. Et aller chercher la qualité justement des pepperonis qui sont utilisés, surtout quand il s'agit d'une pizza qu'on va consommer à l'extérieur. Ça, c'est la pizza au pepperoni. Mais on peut aller voir aussi la question du fait que la pizza, c'est pas uniquement les pepperonis, mais c'est du fromage, donc c'est du gras, c'est quelques protéines, mais surtout beaucoup de glucides. Ce qui fait que on va obliger notre corps à travailler. C'est-à-dire, je vais vous ramener justement à vos années le cycle de modules de biochimie. On va aller chercher dans la glucolyse, dans la lipolyse et la protéolyse et tout ce qui se passe pour atteindre justement cette chaîne respiratoire au niveau mitochondrial et qui fait que le stress oxydatif, il va tout simplement donner lieu à la présence de certaines substances, surtout les radicaux libres, qui vont s'accumuler dans le corps. Ce qu'il ne faut pas oublier non plus, c'est que nous vivons aujourd'hui dans un environnement qui est plein de radicaux libres aussi. On fait appel aujourd'hui à cette question justement d'écologie, tout simplement parce qu'on le sait, l'air qu'on va respirer, il est pollué. L'exposition aux UV aussi, ça ramène beaucoup de radicaux libres. La cigarette un peu partout. Dans un pays comme le Maroc, vous allez vous retrouver facilement dans un restaurant, il y a quelqu'un qui va prendre une clope
il s'en fout des gens qui sont autour. On ne va pas parler de la pollution d'air, la pollution, les pesticides qu'on va retrouver dans les légumes et fruits. Donc, vous savez, c'est une question vraiment très, très agaçante qui fait que, avec le temps, on va être exposé justement à ces radicaux libres et qui, quand ils vont attaquer la cellule, ces radicaux libres, ils vont s'intéresser principalement à l'ADN. Donc, ça va endommager l'ADN et à long terme, ça peut poser un vrai problème sur le plan génétique et ça peut causer même des maladies qui sont très difficiles à gérer par la suite. D'où l'intérêt justement de penser éventuellement sérieusement au fait que notre manger, il va altérer pas que notre système digestif ou bien notre cœur, mais tout notre corps avec toutes les présentations qu'on a dû voir. Donc les maladies neurodégénératives, inflammatoires, je ne vais pas y rester, on en a parlé déjà tout à l'heure. Donc 2 maladies majeures qui ont été décrites dans la littérature, c'est principalement la maladie d'Alzheimer et le heart stroke, c'est-à-dire la maladie cardiaque principalement, et toutes les deux, elles étaient facilement gérées, principalement en termes de prévention, par une alimentation saine qui est assez riche en antioxydants. Maintenant, comment on remédie? Ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut d'abord réduire la production endogène des radicaux libres, c'est-à-dire il faut remettre un peu d'ordre dans tout ce qu'on va donner à notre corps à consommer, nos cellules, nos mitochondries. Donc éventuellement, les 3 principaux substrats énergétiques, on les connaît, quand il s'agit des protéines, lipides et glucides. Maintenant, si on va ajouter de l'alcool, par exemple, donc il va falloir comprendre que la priorité au niveau hépatique, elle va être donnée à l'alcool et elle va laisser les autres attendre, entre guillemets. Et donc, ce qui va éventuellement, dans la présence d'alcool, faire que notre corps il pourra facilement produire de plus en plus de radicaux libres. Il faut limiter l'exposition fréquente aux radicaux libres exogènes, renforcer les complexes de défense intrinsèques, parce qu'on n'oublie pas toutes ces questions qui sont autour des régimes détoxifiants, détox, je vais faire la phase détox, tout ça, c'est du pipeau pour moi. La détox, elle est naturelle. J'ai le moyen de détoxifier mon corps. Tant que j'arrive à uriner, à aller faire la grosse commission, je peux suer, je peux exhaler, c'est-à-dire que mes systèmes, ils marchent. Maintenant, les améliorer avec la bonne hydratation, les améliorer avec la meilleure façon d'aller aux toilettes quand il faut. On a vu tout à l'heure, surtout pour vous, urologues, pour insister, et ça, c'est un vrai problème qu'on a, surtout chez les femmes au Maroc, le fait qu'elles veulent rester et garder l'eau d'eau pour les prières pendant 2-3 jours, ou bien quand ils souffrent de surpoids, elle n'arrive pas éventuellement à aller, n'est pas autonome pour aller faire ses ablutions, elle préfère garder sa vessie pleine pour se dire je vais quand même tenir le coup. Et c'est très grave, ça on le sait, on en a parlé tout à l'heure avec l'un de vos collègues par rapport au retour qu'il y a et par rapport aux maladies rénales qui peuvent s'en donner. Donc il faut vraiment faire très attention. Et le plus important ici, c'est garantir un apport d'antioxydants exogènes. Pour réduire la production endogène, qu'est-ce qu'il faut faire? Optimiser le métabolisme de base. Et qui dit métabolisme de base, c'est-à-dire c'est l'énergie dont a besoin le corps pour survivre, au repos. Là, je dis, comme la voiture, et vous mettez la voiture au ralenti, au l'arrêt, c'est-à-dire le minimum nécessaire d'énergie qu'on doit avoir, il faut l'optimiser. Ça a un lien direct avec notre masse musculaire, avec notre poids, avec notre âge, et avec est-ce qu'on est bien portant ou bien on est malade. Donc on doit, ça aussi, ça peut être quantifié. Il va falloir éventuellement qu'on l'optimise. Renforcer l'alimentation en antioxydants, c'est très simple. C'est à faire appel à plus de couleurs dans vos assiettes. Il y a 10 jours, j'ai donné la même recommandation à mes amis pharmaciens et je les ai retrouvés, les Ward, Sprite, Coca, ils ont ramené beaucoup de couleurs dans leurs assiettes. Alors ça n'a rien à voir. On doit ramener des couleurs, des pigments naturels, plus de légumes, moins de fruits. Même si les fruits sont aussi riches en antioxydants, mais je préfère de loin qu'on ait des légumes crus principalement pour pouvoir bénéficier au maximum des phytopigments qu'ils obtiennent. Réduire l'inflammation, ça va de soi, parce que l'inflammation elle-même, elle va générer beaucoup de radicaux libres. Et l'inflammation, on le sait, donc quand on va parler par exemple des principales inflammations articulaires, c'est principalement le poids, le surpoids, l'obésité. Donc pour traiter un genou qui fait mal, il va falloir peut-être qu'on perde du poids d'abord, après on va gérer ça. Réduire le stress psychosocial, ça on le sait, avec une meilleure organisation. Faire de l'activité physique, la relaxation, l'oxygénation et améliorer le sommeil. Pour l'expulsion de radicaux libres, ça va de soi. Éviter les aliments transformés, notamment les pepperonis, charcuteries. Renforcer l'alimentation antioxydants.
D'ailleurs, par rapport à la charcuterie, c'est les fameuses processed food, c'est-à-dire le processed meat. La majorité des études qui ont mis un lien entre la viande rouge et les maladies cancéreuses, c'était principalement des viandes transformées. Donc ça ne va pas plaire au groupe d'Andy, machin, et Koutoubia, mais c'est la vérité. Maintenant, la viande en elle-même, moi, j'en recommande, allez, 1 fois, 2 fois maximum par semaine, mais pas aux dépens du poisson ou bien des volailles. Optez pour des modes de cuisson moins invasifs. La friture, la pression, trop de température, les choix. D'ailleurs, j'ai vu tout à l'heure quand on passait justement au grill et qui se rapproche beaucoup plus du charbon, c'est très 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 mauvais. Il faut faire très attention, bien que l'odeur des choix, c'est quelque chose de très très bien. Réduire le sucre raffiné et le gras saturé, éviter la fumée de la cigarette au maximum, éviter l'exposition aux polluants, réduire les pesticides UV. Bien que j'aimerais bien vous donner une solution pour les pesticides, mais malheureusement, on en mange beaucoup. Ça, c'est aux instances justement de faire leur job et de faire attention justement pour ne pas consommer beaucoup de pesticides. Maintenant, les complexes de défense intrinsèque, comme je vous ai dit, la superoxyde dismutase, il y en a 3 types. Il y en a celle qui est extracellulaire, c'est-à-dire qui n'est pas au milieu de mitochondries. Il y a la superoxyde dismutase qui est cytoplasmique. Donc toutes les 3, et mitochondriales, toutes les 3, elles ont besoin de cuivre et de zinc principalement. Le cuivre et le zinc, c'est de là où tout le monde aujourd'hui cherche le zinc et le cuivre après la période du Covid, parce que tout le monde a compris que finalement, le cuivre et le zinc, il aura pour intérêt justement d'activer cette superoxyde dismutase qui fait que les radicaux libres qui vont s'accumuler, ils vont être auto-éliminés par nos systèmes de défense. Donc ici, on va ajouter assurer un équilibre micronutritionnel optimal, notamment des vitamines, des sels minéraux, des fibres et surtout des antioxydants. Renforcer le complexe défense intrinsèque, c'est optimiser d'abord sa composition corporelle, réduire la masse grasse tout en maintenant ou bien même améliorant la masse musculaire. Optimiser le profil lipidique, principalement on doit réduire le cholestérol et les triglycérides. Optimiser le bilan hépatique, réduire l'alcool, le tabac et surtout l'automédication dont je ne suis pas vraiment très fier de mes collègues et la façon comme ils gèrent leur pharmacie en délivrant et en dispensant les médicaments à tort et à travers. Maintenant, pour garantir un apport exogène antioxydant, assurer un apport adéquat en crudité, ça c'est crucial. C'est-à-dire minimum par jour, on doit avoir notre part, de préférence à midi, parce que c'est le repas de midi au Maroc, c'est le repas le plus important et c'est celui qui peut rapporter le plus de problèmes à notre corps. Donc, des crudités à midi, pas le soir, parce que ça peut donner des disconforts digestifs. Donc, je préfère qu'on ait des crudités. Et moi, les crudités, je les donne à volonté. C'est-à-dire chacun a sa capacité. Ça nous permettrait éventuellement de diversifier le microbiote. Parce que le microbiote, bien qu'on prenne les probiotiques qu'on veut, si on ne met pas de prébiotiques d'une manière naturelle, donc ces probiotiques, ils ne vont pas survivre longtemps. Donc, on peut avoir des produits lactés, on peut avoir des probiotiques de nos collègues et nos partenaires qui sont parmi nous aujourd'hui, mais il va falloir qu'on alimente justement cette bactérie ou cette flore intestinale. Et pour l'alimenter, il n'y a pas mieux de lui servir un plat de légumes, principalement crus. Apporter de couleurs, on en a parlé, diversifier les sources d'antioxydants, parce que le seul antioxydant n'existe pas. Ici, je vous ai mis le zinc, le cuivre et tout, mais les antioxydants, c'est ramener plus de couleurs. Manger le fruit sans excès et surtout ne pas le boire. Pourquoi selon vous? Ça, de l'index glycémique, ça dépend de l'index glycémique, oui, mais il y a autre chose. Qu'est-ce que la différence entre un jus d'orange et une orange? Quelque chose plus... Voilà. Il y a minimum 3 à 4 oranges pour faire un verre. Donc plus de sucre. Vous me direz, oui, du fructose. D'accord. La saccharose, elle est faite de quoi? De glucose et du fructose. Elle est raffinée. Un jus d'orange, ça contient 3 oranges. Pour moi, je préfère de loin manger une orange et ne pas prendre de jus. Ça, prenez-le comme ça. Maintenant, avec le jus à la marocaine, le fameux panaché, le fameux zaza, et vous allez vous retrouver avec 1 millier de calories dans un verre. Donc, il faut faire très, très, très attention. Supplémenter en rationalisant la supplémentation.
Qui dit rationaliser la supplémentation, c'est-à-dire il n'y a pas du one size fits all, c'est-à-dire un truc qu'on va donner à tout le monde. Il faut d'abord se familiariser avec la pathologie. Ce qui va marcher avec le diabète ne marchera pas avec le surpoids, ne marchera pas avec une démence, ne marchera pas avec quelqu'un qui souffre d'un problème cardiaque. Consultez fréquemment la littérature scientifique dans le sens où il y a toujours du nouveau. Et comme on dit, la littérature scientifique, c'est pas du sacré. Parce qu'aujourd'hui, il y a une littérature, elle peut être appuyée par un collège de savants, une société savante extraordinaire. Le lendemain, vous trouverez la même entité en train de contredire l'ancienne étude. Donc il faut qu'on reste quand même assez présent, justement, dans la littérature pour bien comprendre. Définir le besoin, et bien surtout promouvoir la food first approach. C'est-à-dire, si quelqu'un n'arrive pas à améliorer sa façon de manger, ça sert absolument à rien de le supplémenter. Parce que, bien qu'on fasse qu'on lui donne la supplémentation la plus efficace possible, s'il ne mange pas convenablement, donc il va y avoir toujours un problème à trouver les solutions. Optez pour une supplémentation basée sur une évidence scientifique. Là, encore, on fait appel à la science-based médecine, de telle manière à ce qu'on ait des protocoles bien définis. Parce qu'il ne suffit pas de prendre l'astaxanthine, la zéaxanthine, on va dire on va jamais avoir la DMLA. Ça ne veut absolument rien dire. Là encore, on doit trouver quand même le bon protocole et le plus important, choisir le bon partenaire pharmaceutique parce que tout ce qui brille n'est pas or. On a aujourd'hui beaucoup de compléments alimentaires qui sont loin d'être valables. Moi, la question de la supplémentation, je vais la ramener de ma deuxième casquette de pharmacien nutritionniste de sport. Parce que même, je suis aussi pharmacien de sport, on va dire, parce que je suis accrédité par le Comité olympique international comme agent antidopage. Et donc, moi, la question du stress oxydatif, je la vois comme ça. C'est-à-dire, il va jouer en 3-4-3. Moi, je préfère le 2-3-2-3, ou bien le 4-3-3. Et vous allez voir qu'on va mettre la vitamine C, du cuivre, du zinc, la vitamine A, la vitamine E, la vitamine D, et deux super bêta-carotènes qui sont la zéaxanthine. Là, les substituts. Ma changement, les titulaires. Il y a 8 maquiniches, vous avez raison. Il n'y a pas que la B, il y a tout le complexe vitaminique B. Ici, il y a B6, B9, et l'oméga 3 aussi, et l'atom. D'ailleurs, par rapport à l'oméga 3, ce qu'il faut comprendre, c'est que là encore, l'oméga 3, c'est pas un antioxydant. Au contraire, elle peut être pro-oxydante. Il faut faire très attention. Parce que les radicaux libres, pourquoi ils vont aller vers la cellule? Ils ont une certaine affinité lipophile. Donc ils vont aller vers les substances lipidiques. Et quand il y a les oméga 3 en excès, et des fois quand on va associer l'oméga 3 à du fer oxydant, donc on peut s'attendre à ce qu'il y ait vraiment un cocktail Molotov qui peut toucher les membranes cérébrales. C'est pourquoi il ne faut pas s'amuser à donner des compléments alimentaires comme ça à tort et à travers. Il va falloir vraiment bien étudier la chose et aller chercher le meilleur complément alimentaire. Ça de 1. De 2. Quand il sera question de compléments alimentaires, le plus important, c'est pas la dose, mais c'est l'équipe. C'est le travail d'équipe. C'est quand on va avoir une multitude de compléments alimentaires, mais microdosés, tous, chacun va faire son travail. Il y a une question qui a été posée par rapport à la vitamine E. Ce qu'il faut comprendre, la vitamine E, son pouvoir oxydant, il fera que la vitamine E, elle va s'oxyder. Et elle-même, elle peut devenir dangereuse. C'est pourquoi là où on va mettre la vitamine E, on mettra de la vitamine C avec. Quand elle va s'oxyder en premier, la vitamine C, elle va la stabiliser. Si on va prendre la vitamine E toute seule, on va se retrouver avec l'effet inverse. Au lieu d'aller chercher l'effet antioxydant, on va oxyder le corps. C'est pourquoi il faut comprendre sur le plan mitochondrial, le fait qu'on va aller d'une réaction oxydative une réduction. Donc chacun va donner un électron de plus, mais celui qui prend l'électron, c'est comme s'il prend la patate chaude. Il va chercher tout le temps à essayer de la donner à un tierce. Et donc le tierce, il va falloir qu'il soit toujours un antioxydant dans les parages qui fera qu'on va éliminer cet électron libre qui malheureusement, s'il devient un radical libre, ça peut poser vraiment un vrai problème. Donc c'est pourquoi, comme je vous ai dit,
la meilleure façon de défendre, c'est attaquer. Ça vient du football. La pression haute que tu mets tout le temps, à chaque fois quand on parle de Guardiola, on parle de Luis Enrique, on parle des grands entraîneurs, c'est qu'il va falloir attaquer. Mais il va pas falloir attendre d'être attaqué pour riposter. Il faut que notre système immunitaire, il faut que notre système antioxydant intrinsèque soit prêt. Parce que là où nous sommes, l'air, bon, certainement ici, à Hayat Regency, il va y avoir de l'excellence, surtout ici à Tarazout, mais il suffit d'aller dans des villes métropolitaines comme Casablanca, ou bien New York, ou bien Londres, ou bien en Inde déjà. Je ne sais pas si vous avez vu les news ces derniers temps, mais apparemment, à New Delhi, il doit y avoir un nuage très polluant et qui fait que cette question d'oxydation, elle va se poser de plus en plus dans le monde entier. Maintenant, on pratique rapidement, et je vais en finir. On pratique, quand je reçois des personnes justement qui ont cet objectif d'améliorer leur façon de manger, la première des choses à faire, c'est mesurer. D'ailleurs, ma devise, je l'ai mis tout à l'heure, mesurer, optimiser, puis analyser. Donc la première des choses, ils vont passer sur le bioimpédance-mètre. Moi, j'ai ici une machine à quatre modules qui permet justement de mesurer et de donner. Je vais aussi examiner ce que mangent les gens. Et vous pouvez facilement, après, je vais vous donner la présentation et vous allez voir ce que mangent les gens d'une manière globale. C'est des semainiers qui vont remplir, non pas d'une manière rétrospective, ni prospective, ils le font le jour même. C'est-à-dire, ils prennent le semainier et chaque jour, ils vont mettre ce qu'ils mangent pendant une semaine. Après une semaine, je les revois et on va analyser ensemble. Le constat général, repas pauvres en protéines, qu'elles soient végétales ou animales. Les apports journaliers riches en glucides et surtout en graisses de tout genre. Et j'insiste, de tout genre, parce qu'on a cette impression du fait que manger que de l'huile d'olive, on est tiré d'affaire. L'huile d'olive, c'est du gras. 1 gramme, c'est 9 kilocalories. Ça rapporte des kilocalories. Si on ne les brûle pas, avec le temps, on va les accumuler. Repas avec une charge glucidique trop importante. Quelqu'un qui va manger le tagine aux pommes de terre avec du pain, il va prendre des fruits après. Donc pendant 1 heure, il va manger du sucre de partout, du pain, de la pomme de terre, des fruits qu'il va manger, les petits pois. Et on va ajouter et en plus, ça va poser vraiment un vrai problème. Les repas sont très pauvres en micronutriments. Qu'on soit méditerranéen ou pas, les gens mangent de moins en moins de légumes. Peut-être vous me direz c'est aussi cher, peut-être aussi c'est ça le problème, mais les gens ils ont cette tendance aujourd'hui à oublier de manger des lentilles, parce que pour eux c'est le manger du pauvre. Ils oublient de manger de la bessara, le foul matalan, les fèves, ils oublient de manger du pois chiche. Ça, on a oublié, et tout le monde, ils nous diront qu'ils vont avoir mal, alors que c'est pas vrai. Les horaires des repas aléatoires, donc il n'y a pas d'organisation. Et surtout, cette fameuse, moi je dîne pas. أنا ما كنتعشاش أنا محيد العشاء كندير غير الكوتي ملي كنجيو نشوفوا الكوتي بغرير مسمن أكثر من العشاء. Et donc cette notion de أنا كنحيد العشاء, c'est-à-dire je suis tiré d'affaire. Maintenant, les règles pour la prescription nutritionnelle, elles sont simples. On va calculer les calories qu'il faut. En général, c'est 35 kilos par fat-free mass, c'est-à-dire on va faire le calcul par rapport à cette personne. Moi, je vous ai donné une dame âgée de 73 ans, diabétique de type 2, sous metformine, 1 gramme 3 fois par jour, sulfamide, un comprimé le matin. Elle fait 96 kilos, mais avec 50% de masse grasse. Donc, je vais calculer son apport calorique au repos, c'est-à-dire l'apport énergétique total. C'est, on va aller sur une base de 35 kilocalories par fat-free mass, c'est-à-dire sa fat-free mass, c'est à peine 48 kilos. Donc, je vais donner de l'énergie pour fueler ou bien pour carburer tout ce qui reste. Je ne vais pas donner de l'énergie pour le poids qu'elle a. Et donc, de ce fait, elle aura besoin au repos de 1700 calories. Donc, la même dame, la première des choses qu'on va faire, on va calculer ses apports en protéines. L'OMS préconise 0,9 à 1,1 grammes par kilo par jour. Ça, c'est le bien portant. Normalement, chez les personnes qui sont atteintes de maladies comme le diabète, on est censé ajouter un coefficient, aller vers 1,2, 1,3. Mais la technique, c'est ça. Je commence d'abord par assurer un apport protéiné pour les muscles. D'accord? Donc ça va nous donner 420 calories, c'est-à-dire 105 grammes de protéines par jour. L'apport en glucides, ça doit faire 45%. Moi, c'est ma façon de faire. Généralement, on donne 50, mais dans ce cas, j'étais allé à chercher 45%. Ça va me donner le grammage. C'est ça la prescription nutritionnelle. Certainement, beaucoup parmi vous se posent la question, qu'est-ce que la différence entre un nutritionniste et un diététicien? Le nutritionniste, c'est le médecin
Le diététicien, c'est le pharmacien. Le nutritionniste, c'est celui qui va faire une prescription. La prescription, elle se fait en grammes. C'est-à-dire, je suis censé envoyer une prescription au diététicien pour lui dire, tu me feras un menu avec 105 grammes de protéines, 100, on a mis ici, 190 grammes de glucides, et ce qui reste, on va le ramener des lipides. Il doit chercher le moyen avec l'intéressé de faire un calcul et de sortir un menu comme ça. 5e point, l'apport en micronutriments. C'est essentiel. Les vitamines, sels minéraux, fibres, antioxydants. Réduire la charge glucidique, répartir l'apport, ça c'est très important. C'est-à-dire les protéines, on ne va pas manger qu'à midi. Il va falloir qu'on les répartisse sur toute la journée, comme on a vu sur le graphe de tout à l'heure. Je finis tout de suite. Fixer les horaires de l'exercice physique aussi, donc je vais faire rapide. Mon menu, c'est un peu comme ça, c'est-à-dire je mange à 8h30, une collation à 11h, déjeuner 14h, collation de l'après-midi vers 17h, et à 20h30, on a un dîner. C'est la répartition. On me demande de passer une. Alors, par rapport à la pratique, je voulais partager avec vous les résultats qu'on a vus ici. C'est avec ça que je vais terminer. Donc, malheureusement, ici, c'est pas très visible. Il s'agit d'une femme de 76 ans qui a été chez moi pour consulter. Elle s'attendait à faire une prothèse totale du genou, le premier et le deuxième par la suite. Donc, elle est arrivée chez moi. Ici, vous voyez mal, mais quand même avec quelque chose comme 50% presque de la masse grasse. Vous avez vu qu'on a dû la suivre pendant presque une année avec une perte conséquente en matière grasse. Aujourd'hui, on a retrouvé justement un poids et là, elle s'est permise de faire les deux genoux en moins de 3 mois grâce à son médecin. Mais le plus important, si vous voyez ici, elle avait 74 ans l'année dernière. Son âge métabolique, il était de 89 ans. C'est-à-dire, à quoi correspondait sa composition corporelle? C'est comme si elle avait 89 ans. Aujourd'hui, elle a 71 ans sur le plan métabolique. Pourquoi? Parce qu'elle s'est débarrassée d'une bonne partie de la masse grasse et elle a préservé sa masse musculaire. Un autre cas d'un homme, cette fois, qui vient de Terre ou d'Inde, celui-là, je le vois depuis 2019, la même chose. Le monsieur, quand il est venu chez moi, il avait 60 ans, mais avec un âge métabolique de 75 ans. Aujourd'hui, regardez, aujourd'hui, là, comme vous voyez, il a 50 ans. Vous me direz, c'est de l'âge métabolique, c'est un calcul, certes, mais c'est surtout principalement lié au fait qu'il a dû changer sa composition corporelle en optimisant sa masse musculaire et perdant sa masse grasse. Je vous remercie.